Le groupe d'intérêt FSH de l'AFM, réactivé en 2010, a le plaisir de vous présenter ce petit documentaire entièrement réalisé par une équipe de bénévoles. Nous sommes tous des malades atteints de FSH. Nous avons tous nos galères, nous avons tous nos difficultés quotidiennes, mais nous avons tous aussi, tous et toutes, l'espoir un jour d'arriver aux médicaments. Mais pour cela, nous avons décidé de ne pas rester passifs chez nous, de prendre un petit peu les choses à bras-le-corps. Et donc, on a remonté une équipe de groupe d'intérêt FSH il y a 3 ans. Et on s'est tous retrouvés en disant il faut faire bouger les choses, il faut qu'on fasse comprendre qu'on est bien là, il faut qu'on fasse témoigner les FSH nous-mêmes par rapport à tout ce qu'on vit, il faut qu'on fasse part de notre attente qui est un peu longue, arriver à motiver les chercheurs, arriver à motiver les scientifiques, à faire connaître aux médecins tout ce que les personnes FSH ont comme symptômes, comme difficultés, qui ne sont pas toujours écoutées, pas toujours prises en charge. Et on est là pour pouvoir, quand on est une équipe, c'est plus facile que quand on est tout seul, pour pouvoir dire regardez, faites, travaillez, où en êtes-vous ? Les 12 équipiers du groupe d'intérêt FSH se réunissent 3 fois par an pour écouter, tendre la main, informer les personnes malades et leurs familles. Ce qui est extraordinaire au sein des groupes d'intérêt, c'est que non seulement on a affaire à des bénévoles qui ont capitalisé tous les besoins des familles, les connaissances, qui savent les vulgariser en direction des familles, des malades, de certains professionnels, mais ce qui est fabuleux, c'est qu'ils témoignent aussi que le premier engagement de soutien au sein de l'AFM, ce sont les malades et les familles elles-mêmes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des malades et des familles qui sont restés dans leur coin en criant à l'aide et en attendant que les autres se bougent, c'est eux qui sont en première ligne dans le combat face à la maladie, et c'est l'histoire de l'AFM, refuser, résister, guérir, c'est cette révolte, ce dynamisme, et que donc on a à la fois cette combinaison qui est d'avoir, par l'expérience personnelle de la maladie, su dégager une expertise sur cette pathologie, ici en l'occurrence la FSH, mais aussi montrer la mobilisation des malades eux-mêmes, et montrer qu'il était possible de faire des choses, de faire bouger les lignes, et ben oui, d'influencer à la fois l'aide qui est apportée aux familles, et de faire bouger les médecins, les scientifiques. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire que les médecins, les scientifiques, par cette rencontre avec les malades, ils ont une meilleure vision, je pense réellement, des besoins, de la vie quotidienne. Ils ne sont pas dans la vie quotidienne, les médecins et les scientifiques, ils sont dans leur laboratoire, ils sont dans leur consultation. Donc ça, cet échange-là, ça permet ce renforcement de motivation, ce partage d'expérience, et au bénéfice de tous. Le groupe d'intérêt FSH de l'AFM associe bénévoles et professionnels, techniciens d'insertion, services régionaux, direction scientifique, action médicale. C'est la force de l'AFM. La FSH est très passionnante pour les chercheurs. Il suffit de voir le nombre de publications qu'il y a par an sur la FSH. Ce nombre de publications est en constante augmentation depuis des années, ce qui prouve que de plus en plus de laboratoires viennent travailler sur la FSH. D'ailleurs, ceci a abouti à la publication de données majeures en ce qui concerne FSH. On a par exemple un des groupes, une collaboration de groupes entre l'Europe et les États-Unis ont montré qu'il y avait de nouveaux gènes qui étaient impliqués dans la FSH, qui vont aider d'une part à poser un meilleur diagnostic pour les patients, ce qui est essentiel, mais aussi à ouvrir des voies de recherche tant fondamentales que thérapeutiques pour la FSH. Donc oui, indéniablement, la FSH passionne les chercheurs. La FSH passionne les chercheurs et les centres de référence se préparent pour les prochains essais thérapeutiques. Pas uniquement aux patients à FSH, mais les FSH aussi, c'est de consulter les centres de référence et de compétences. Pourquoi ? Parce que la prise en charge, c'est une maladie qui est connue dans les centres de référence et de compétences dans les maladies neuromusculaires. Et deuxièmement, c'est pour la prise en charge qui est assez spécifique. Troisièmement, c'est pour voir si le diagnostic moléculaire a été fait ou non. C'est le médecin qui doit connaître tout ça. Et en plus de ça, c'est pour savoir
s'il y a des essais thérapeutiques qui se sont mis en place. Parce que si on fait des consultations en ville ou ailleurs, les médecins ne sont pas au courant de tous ces volets de la FSH. Moi, en plus de ça, il y a certains examens qui deviennent inutiles dans la FSH. Par exemple, une FSH qui a son diagnostic génétique n'a pas besoin de faire un EMG. L'Institut de myologie, bras armé de l'AFM, ne cache pas son intérêt pour la FSH. La FSH passionne l'Institut de myologie à 100% ou à 150% si c'est possible. Parce que, faut bien savoir que c'était pour nous, en termes de compréhension, en termes moléculaires, la plus difficile des dystrophies musculaires à ce jour, la plus difficile à déchiffrer, à comprendre. Et je dirais, on y arrive maintenant probablement à 80-90%, peut-être pas encore à 100%. Il y a encore des choses qui sont pas très claires, mais on comprend 1000 fois mieux qu'il y a 5 ans, 10 ans. Et maintenant, pour nous, le défi, c'est de développer la thérapie. Et on est pleinement dedans. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. J'espère que l'année prochaine, on sera capable d'en dire plus parce qu'on a des idées très nettes derrière la tête, mais après, il faut les mettre en œuvre. Mais c'est très, très passionnant. Il n'existe aujourd'hui ni traitement ni médicament pour la FSH. Aussi, la surveillance des fonctions respiratoires et la prise en charge en kinésithérapie sont les éléments indispensables d'une réelle prévention. Pour faire la détection des anomalies respiratoires dans le FSH, le plus simple est de faire une mesure spirométrique de la capacité vitale en position assise. C'est une mesure très simple, non invasive et non douloureuse. Et pour détecter des anomalies respiratoires au cours du sommeil, le plus simple est de faire une mesure de la saturation en oxygène au cours de la nuit et donc au cours du sommeil. Ça consiste à mettre un petit capteur sur le doigt, ce qui permet de mesurer la saturation artérielle en oxygène. Voilà. Ce sont les examens les plus simples qui permettent de détecter des anomalies respiratoires au cours de la veille et au cours du sommeil. L'évolution en matière de prise en charge orthopédique des patients FSH, des patients neuromusculaires en général et des patients FSH en particulier, elle porte sur le fait qu'un grand dogme est tombé, en train de tomber en tout cas. Jusque-là, on était persuadé que le travail actif était délétère chez ces patients, chez les patients dystrophiques, et on jouait la carte de l'économie, c'est-à-dire qu'on essayait de ne pas faire travailler ces patients en étant persuadé que le travail actif était délétère pour la fibre musculaire. Ce dogme est en train de tomber depuis déjà une bonne quinzaine d'années, mais le message doit être encore inculqué à nos collègues. Bien évidemment, on s'en doutait un petit peu, mais les kinés ne vont pas vous dire que le travail actif est mauvais pour le muscle, pour l'articulation, pour le système orthopédique en général. Donc on se rend compte qu'effectivement, les patients neuromusculaires et les patients FSH en particulier peuvent travailler de façon active. On est conforté en cela par plusieurs études, dont une particulièrement intéressante qui est menée sous l'égide de l'AFM par le docteur Féasson à Saint-Étienne, qui fait pédaler des patients neuromusculaires FSH sur des cyclo-ergomètres, et les premiers résultats qui sont déjà en cours nous laissent à penser qu'effectivement on a tout intérêt à faire travailler ces patients. Bien évidemment, on ne parle pas encore de musculation, il n'est pas question de faire travailler ces patients sur une presse avec de la fonte, on parle de réentraînement à l'effort, donc vous voyez qu'on reste encore mesuré et on pense effectivement que ce travail est bénéfique pour le muscle à plein d'égards, pour sa trophicité, pour sa microcirculation, pour un point de vue plus général, pour ce qu'on appelle l'image motrice du mouvement. Bien évidemment que quand on fait un mouvement de façon active, celui-ci n'a pas le même impact sur le cerveau que quand c'est un kiné qui vous le fait faire de façon entre guillemets bêtement passive. Donc oui, les patients neuromusculaires peuvent travailler de façon active en respectant deux grands dogmes, deux grands principes qui sont le respect bien évidemment de la douleur, mais ça c'est valable pour tous les patients, j'ai envie de dire, et surtout le respect de la fatigabilité. La limite qu'on se donne, c'est de ne pas aller au-delà du seuil de fatigabilité de ces patients. Je terminerai juste en disant qu'il y a un nouvel aspect, enfin, on s'y intéresse de plus en plus et c'est tant mieux, qui sont les éventuels troubles de la déglutition qui sont à explorer chez ces patients. On n'y pense pas forcément systématiquement, mais de plus en plus on s'intéresse à ces troubles-là et ce sont des troubles qui peuvent se rééduquer chez un kiné, chez une orthophoniste, peu importe, chez quelqu'un qui maîtrise ces techniques et on a tout intérêt à le faire quand on les a décelés. La mobilisation des malades et de leurs familles
est certainement l'argument déclencheur pour les donateurs du Téléthon. Les équipes de groupes d'intérêt témoignent de quelque chose de formidable, c'est la mobilisation des malades. C'est-à-dire, on ne reste pas dans son coin à attendre que les choses se passent, on se mobilise, on agit, on rencontre des médecins, des chercheurs, on essaie de créer des ponts à l'international pour voir aussi ce qui se passe ailleurs avec d'autres associations. Moi, je trouve que ça donne extraordinairement confiance aux équipes de coordination, nos 200 000 bénévoles qui se battent de la forceté sur le terrain pour faire rentrer de l'argent, parce qu'ils ne sont pas là actifs face à des gens qui attendent. Enfin, je veux dire, les familles sont là, elles sont là aussi pour remercier d'ailleurs ces équipes de coordination. Et puis pour les donateurs, je trouve que c'est important aussi. C'est-à-dire que l'association à laquelle ils donnent, ils savent qu'elle est dirigée, pilotée, si sa stratégie est faite par les malades et les parents de malades au conseil d'administration, qui forcément font les choix qui sont au bénéfice de la lutte contre la maladie. Le CA est entièrement composé de bénévoles, et que cette dynamique qui est portée par les groupes d'intérêt, par les délégations, c'est-à-dire des équipes constituées de personnes qui sont confrontées directement par la maladie, c'est un signe de confiance, quoi. C'est-à-dire que si les malades y s'investissent autant, c'est bien que ça sert à quelque chose et que l'AFM apporte beaucoup. Les groupes d'intérêt sont vraiment très très importants pour l'AFM Téléthon. Importants parce qu'ils ont, je dirais, 3 missions essentielles. La première mission, c'est celle de soutenir les familles. Le soutien de pair à pair est vraiment précieux et indispensable. C'est le moteur de notre association. Le deuxième élément, c'est celui de la capitalisation des connaissances, des expériences, des savoir-faire pour mieux justement les redistribuer et les partager. Et puis la troisième chose, c'est être force de proposition. Et en cela, le groupe d'intérêt FSH qui s'est réactivé fort récemment, qui est particulièrement dynamique, est vraiment force de proposition. Force de proposition entre les uns et les autres, bien sûr, et plus particulièrement auprès des médecins, auprès des scientifiques. Dans le cadre du GRAF, du groupe de réflexion et d'action, je sais qu'il y a une vraie dynamique qui s'est créée pour justement essayer de trouver des réponses à ces problématiques si complexes dans le cadre de la FSH. Et je pense que qui mieux que les malades et les familles peuvent guider justement les médecins et les scientifiques, personne d'autre. Personne ne le fera mieux que les personnes concernées. Et c'est en cela que le groupe d'intérêt FSH est particulièrement efficace. Thank you.